Bienvenue sur le podcast de Transition Urbaine. Transition Urbaine, c'est une association sans but lucratif dédiée à l'accélération des transitions écologiques, sociales et démocratiques de la fabrique de la ville. Rencontre après rencontre, nous partageons les apprentissages de celles et ceux qui font déjà la ville autrement. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste et président de Transition Urbaine. Nous sommes à Nantes, en public, dans les locaux de l'atelier Dulcis September, que nous remercions chaleureusement pour son accueil. Aujourd'hui, nous allons justement parler des lieux comme Dulcis September, de ces lieux que l'on nomme tiers-lieux, faute d'arriver à les faire entrer dans nos catégories usuelles. Occupation temporaire, urbanisme transitoire, projet intercalaire, autant de façons de nommer des démarches qui ont acquis leur lettre de noblesse en une petite décennie. Alors, évidemment, tout ça, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des lieux vides et des gens qui savent les occuper, se les approprier. Mais ce qui a changé en 10 ans, c'est que les temps vides de la ville sont devenus une ressource légitime pour des usages solidaires notamment. Mieux, les pratiques des anciens squatteurs sont devenues des métiers légitimes et les acteurs des marges ont désormais leur rond de serviette au sein des institutions. Mieux encore, l'urbanisme, qui peine à faire projet au temps des 30 turbulentes, s'inspire désormais des méthodes du transitoire pour chercher sa voie. Il est donc temps de capitaliser sur cette décennie pour essayer de comprendre où va le temporaire. Alors pour en parler, on reçoit aujourd'hui Mathias Rouet, directeur des études, recherche et conseil et membre du directoire de la coopérative Plateau Urbain. On va pas mal parler évidemment de cette expérience de plateau urbain, d'autant plus que Paul Citron, tu es fondateur de Surface Plus Utile, une association de plaidoyer pour un immobilier destiné aux structures d'intérêt écologique et sociétal. Je l'ai dit en une phrase, mais aussi tu es président du conseil de surveillance de ce même plateau urbain. Et on vous rencontre à l'occasion de la sortie d'un ouvrage collectif qui s'appelle Des villes en mieux, aux éditions du Pommier. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Alors Paul, Mathias, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci pour l'invitation. Alors ce livre, il est sous-titré « Occupation temporaire et tiers-lieux solidaires ». Important les sous-titres, mais je pourrais aussi parler d'urbanisme transitoire, d'urbanisme intercalaire. On associe toute une série de projets, toute une série d'acteurs, toute une série de démarches dans une sorte de mouvement qui s'accélère et il y a une petite quinzaine d'années en fait, dont Plateau Urbain est d'ailleurs un acteur vraiment emblématique. De quoi on parle vraiment ? C'est quoi ces projets, c'est quoi ces acteurs, c'est quoi ces démarches qui sont l'objet du bouquin, mais aussi l'objet de votre quotidien. Oui, ce qu'on a envie de porter et depuis longtemps, cette idée de fabriquer des lieux mixtes, des lieux dans lesquels on a envie d'avoir des activités qui se superposent entre des lieux où on vit, des lieux dans lesquels on vient travailler, des lieux dans lesquels on vient trouver des ressources urbaines au sens large, des lieux dans lesquels on vient apprendre, on vient se cultiver. Donc c'est ce qu'aujourd'hui on appelle les tiers-lieux. Des lieux dans lesquels aussi les usagers aient une plus grande place, les citoyens aussi, que ce qu'ils ont dans d'autres lieux dans la ville. Et il se trouve que arriver à fabriquer ça, c'est pas si évident que ça. Et les acteurs publics et privés le savent bien. Et qu'une des façons qu'on a trouvées pour pouvoir le faire en accédant à l'immobilier accessible, c'est d'utiliser des temporalités non utilisées aujourd'hui dans la fabrique de la ville, ou en tout cas qu'il était assez peu. Et donc l'occupation temporaire est devenue un bel outil pour nous, pour justement créer ces lieux mixtes qui s'appellent maintenant souvent des tiers-lieux. Alors c'est marrant parce que tu le prends un peu à l'envers, c'est-à-dire
le temps vide, le bâtiment vide temporairement, c'est pas une fin, c'est qu'un moyen d'autre chose. Un moyen quoi? De mixité fonctionnelle, on dit dans la profession, c'est-à-dire on a un croisement d'usages, on va à la fois manger, travailler, voire habiter, voire dormir dans le même lieu, et aussi des publics particuliers. Je pense effectivement que ces lieux et c'est pas des fins en soi. Il y a le fait qu'il y ait des lieux qui soient partagés entre plusieurs usages dans une ville, je pense que ça a quasiment toujours existé. Je crois qu'il y a eu la parenthèse fonctionnaliste au cours du XXe siècle qui faisait qu'ils sont devenus de plus en plus rares, mais il y en avait quand même. On peut penser au MJC par exemple, et au tournant des années 2000, il y avait aussi par exemple les friches culturelles, etc. Et au tournant des années 2000, on s'est rendu compte que il y avait de moins en moins de lieux comme ça, et lorsqu'on a eu cette idée de fonder une association puis une coopérative qui aurait pour objet de récupérer des bâtiments pour leur donner cet usage un peu partagé, ce n'est que dans un deuxième temps qu'on s'est dit que utiliser les modèles juridiques intercalaires pouvait être bien. Et ça permet, qu'est-ce que ça permet finalement? Ça permet de donner accès, ça permet des modèles juridiques qui finalement sont très souples, des modèles économiques qui permettent une gratuité ou une quasi-gratuité dans l'accès au foncier, et du fait de ces montages, comme on dit, ça permet à des projets ou à des personnes ou à des organisations qui n'auraient pas accès à des lieux, notamment en centre-ville, d'y avoir accès. Et donc c'est parce que il y a ces conditions de réalisation que derrière ces lieux peuvent porter une vocation un peu plus généreuse, sociale, solidaire, par exemple. On peut expliquer un peu un exemple, parce qu'on cite souvent on donne des noms comme ça. Il y a un certain nombre de projets emblématiques, mais je vous laisse choisir un petit peu celui que vous voulez pour qu'on rentre un peu dans cette mécanique, parce que là tu viens de nous dire pas mal de choses en fait sur des questions de modèles juridiques. Il y a derrière des logiques financières, être accessible à des types d'usages qui peuvent pas se payer du centre-ville, y compris du centre-ville parisien. Ça nécessite d'avoir un montage financier ad hoc. On part d'un exemple pour déconstruire un peu tout ça. Oui, un exemple, c'est celui qu'on a mis en couverture du livre en illustration, parce que je pense qu'on aimerait pouvoir vous le reproduire systématiquement. C'est un foncier dans un arrondissement assez chic et emblématique de Paris, qui est le 16e arrondissement, dans lequel il y a une difficulté d'accès au foncier pour tout un tas de structures, et pour les partenaires de la solidarité qui cherchent des espaces pour les personnes qui ont besoin de logement ou d'hébergement. Et ici, on a un bailleur social, Paris Habitat, qui a racheté une ancienne caserne de gendarmerie, qui se prépare à un projet d'ampleur sur ce site-là. Et en attendant, le temps des études, le temps de la réflexion, de la programmation, etc., il y a un portage qui fait que le bâtiment est vide un certain nombre d'années. Donc, on s'arrête un peu là-dessus. Ouais. Tu disais un foncier, ça veut dire que c'est un foncier bâti, en fait. On a des bâtiments qui sont là. Et on a quelque chose d'un peu constant dans la fabrique de la ville, c'est-à-dire en fait on dit que ça prend du temps de faire le chantier, mais ça prend aussi du temps de faire les études, de trouver les financements, de décider, etc., etc. Tout ça à l'échelle de la fabrique de la ville, c'est des poignées d'années, mais à l'échelle de la vie d'un humain normal, c'est un bâtiment vide dans lequel il se passe rien pendant des années. C'est quand même ça la constance de nos pratiques de fabrique de la ville, notamment quand on est en train de parler de bâtiments existants. Et avec des sites en renouvellement, alors c'est que c'est fort bien qu'on s'intéresse à des sites en centralité avec des complexités aujourd'hui accessibles de plus en plus importantes, parce qu'on renouvelle un endroit de plus en plus complexe, et avec des durées d'études qui se prolongent, et avec aussi une acceptabilité sociale des projets qui est parfois complexe. Donc là, je vous parle d'un projet de logement social dans le 16e arrondissement de Paris. Donc il y avait évidemment aussi un sujet avec les riverains d'acceptation du projet. Et on sait que le projet allait être attaqué, et donc des délais pour l'occupation. Donc le propriétaire se dit il y a une opportunité pour créer une occupation temporaire en attendant, puisque ces espaces vont être vides, il faut les mettre à disposition d'acteurs de la solidarité pour qu'ils puissent en avoir besoin. Et donc on a ici l'association Aurore, qui est une association nationale
de solidarité qui a proposé des lits en hébergement avec 3 dispositifs d'hébergement sur le site pour différents publics, principalement des publics réfugiés, donc avec hommes seuls, familles avec enfants, etc., dans le 16e arrondissement. Sur un site, effectivement, où vous imaginez bien, les précédents projets d'hébergement, c'était pas très bien passé dans l'arrondissement. Et donc ici, à Essian, l'idée a été de proposer certes de l'hébergement, mais pas que, d'où cette idée de mixité, puisque l'intégralité des socles de la caserne de gendarmerie ont été proposés à des acteurs du quartier, à des associations, des jeunes entreprises, des artisans, qui ont occupé une partie du socle et qui ont participé au fait que des structures du quartier rentrent dans le centre d'hébergement. Et tout d'un coup, c'était plus monofonctionnel, l'hébergement d'un côté, de l'autre côté, un lieu type friche culturelle, artisanale, etc., et programmation, mais les deux sur le même site, y compris dans l'occupation temporaire. Donc là, on a le propriétaire historique qui a vendu à un opérateur qui va faire projet derrière. Donc là, on a déjà une logique de après. On a un temps mort quelque part, mais là qui est utilisé, qui est valorisé. Des usages et un acteur en charge de cette question de l'hébergement de façon temporaire pour le coup, mais à vraie vocation sociale. D'autres acteurs, d'autres occupants sur les rez-de-chaussée. C'est ça le socle. Ouais. Ça fait déjà beaucoup de monde. Comment ça fonctionne juridiquement, financièrement, tout ce machin-là ? Juridiquement, c'est assez simple. Il y a des contrats qui sont passés entre le propriétaire, souvent un opérateur au milieu qui va gérer l'ensemble des questions juridiques de l'occupation et les différents sous-occupants. Donc ça s'appelle des conventions d'occupation précaire ou des conventions d'occupation temporaire. Mais donc, tu as intégré là un nouvel opérateur il y a quelqu'un en charge de la gestion du lieu. Ça peut arriver pour les lieux, pour les gros lieux. Ça peut aussi directement le propriétaire qui va conventionner, comme on dit, avec les sous-occupants. Et pour le montage économique, en gros, il s'agit de regarder combien ça va coûter d'occuper le site, donc à la fois les coûts de fluide, d'électricité, d'eau, d'internet, les petits coûts de mise en sécurité, éventuellement des mini travaux, les coûts des salaires des gens qui vont gérer le site, d'additionner tout ça, éventuellement de lisser les amortissements sur les investissements sur le temps de l'occupation et ensuite d'en sortir donc un coût de redevance qui n'est pas un loyer parce que ce n'est pas la propriété et l'usage du droit de propriété qui est payé, mais c'est vraiment le remboursement de ses charges et de ses frais d'occupation. Et c'est comme ça qu'on arrive dans des métropoles à être 50 voire 70% moins cher que de l'immobilier classique, et c'est là où on peut mettre en place des programmes, des activités un peu plus inventives, un peu plus généreuses que la ville habituelle. Et c'est pour ça que nous on a parlé dans le livre du fait que c'était une manière de faire des villes en mieux, d'améliorer un peu la manière classique d'utiliser les espaces urbains, parce que justement on arrive à jouer avec ça et à avoir ce différentiel économique qui permet finalement des villes plus expérimentales, plus belles peut-être, en tout cas plus inventives, plus généreuses. Oui, donc on a d'un côté un propriétaire qui, pour un temps en tout cas, va accepter de pas rentabiliser et en même temps derrière qui va effacer des coûts de détention. Un bâtiment vide, ça coûte en fait, même si c'est vide. Et de l'autre côté des occupants qui n'auront à financer quelque part que l'utilisation, que l'usage, à la fois la gestion et les micro-travaux, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le droit d'usage, et c'est un joli mot finalement, le droit d'user de quelque chose. Alors oui, mais c'est un mot, mais qui est aussi une forme de quelque part, peut-être pas de critique directe, mais ça rend aussi possible un certain nombre d'usages dans des territoires sur lesquels ils n'avaient plus leur place. Ils avaient du mal à être acceptés. Cet hébergement dans le 16e et d'autres exemples, finalement, notamment dans les métropoles attractives, un certain nombre d'usages qui soient solidaires, qui soient culturels, qui soient sociaux, etc., qui ont du mal à trouver en général leur place, tout à coup trouvent des places dans ces lieux qui apparaissent
qui disparaissent aussi. Hein. Là aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que tout ça non pas existe, mais s'organise, se structure, se professionnalise. Et moi, je suis tant qu'observateur de tout ça, très impressionné à la fois de la capacité des acteurs à avoir défini, structuré des métiers, à avoir y compris mis en œuvre des filières de formation, mais aussi à avoir trouvé une forme de légitimité auprès des institutions. Là-dessus, on va y revenir. Qu'est-ce qu'on en tire finalement de cette décennie d'occupation temporaire de tiers-lieux? Quelles sont les questions qui restent ouvertes et celles qui ont été résolues? Bah peut-être si le sujet c'était d'arriver à adresser le droit à la ville, t'en parlais, et le fait d'arriver à faire en sorte que les acteurs qui aujourd'hui n'arrivent pas à accéder à des locaux, parce que c'est double peine, c'est-à-dire que tu payes un loyer super cher et en plus si tu veux avoir un espace de travail pour toi, tu repayes super cher. Donc souvent c'est les deux et donc c'est des conditions de travail et ou d'habiter qui sont dégradées dans la plupart du cœur des villes. On essaie d'adresser ce sujet-là. Oui, bien sûr, en disant la pratique s'est développée. Je pense que ça a permis d'ouvrir beaucoup de portes et beaucoup de bâtiments parce que il y a un cadre maintenant qui s'est diffusé, qui est plus sécurisé, qui font que des propriétaires privés qui auraient gardienné et jamais ouvert les portes ou laissé quelqu'un rentrer, tout d'un coup les réouvrent parce que des collectivités alors c'est arrivé aussi en même temps que peut-être un scandale plus grand sur la question de l'inutilisation d'équipements ou d'espaces, etc. Il y avait le scandale du logement, mais sur le bureau, sur l'équipement, c'était moins visible. Maintenant, c'est arrivé et c'est adressé. Donc, ça a permis quand même de continuer à ouvrir pas mal d'espaces. Pourtant, on est quand même loin du compte. Hein. C'est-à-dire que la demande en locaux d'activité dans les centralités, elle est toujours super forte. Là, qu'on travaille à Lyon, à Bordeaux, à Paris, systématiquement, les prix de loyer sont quand même complètement inaccessibles pour les structures et beaucoup sont encore en train de travailler chez eux et luttent pour avoir un espace de travail. Et c'est les territoires dans lesquels les mètres carrés de bureaux vides se multiplient aussi. Alors pour certains oui, enfin l'Île-de-France c'est particulièrement vrai, mais dans d'autres c'est moins. Là, le tertiaire à Bordeaux par exemple c'est moins le cas. Enfin il y a quelques secteurs sur lesquels c'est présent, mais d'autres un peu moins. Mais je pense les territoires au foncier tendu sur le littoral, on a bossé au Pays Basque, etc. C'est des territoires qui sont moins métropolisés, mais sur lesquels il n'y a pas non plus d'offres aujourd'hui pour les acteurs ESS ou pour les acteurs de la solidarité et qui se retrouvent à payer des loyers considérables au privé. En ayant eu pour autant des subventions publiques pour exister. Donc c'est sûr que on n'a pas en tout cas en 10 ans répondu massivement assez à la demande de fonds. Donc on a utilisé l'occupation temporaire tactiquement pour répondre en partie à ça, mais ça ne peut pas être la seule réponse et de fait les besoins continuent à être énormes. Non mais c'est ça le paradoxe, c'est que la pratique de l'occupation temporaire, elle s'est développée de manière certaine depuis une dizaine d'années, mais en parallèle, on a vu une explosion de la vacance immobilière, celle des bureaux, celle des équipements publics, celle des commerces, celle des logements. C'est encore un autre sujet qu'on n'adresse pas du tout de notre côté. Et donc en fait, on a quelque part démontré qu'on pouvait faire quelque chose avec ces rebuts de la ville. Et une fois de plus, désolé, je fais pas une fixette contre la ville fonctionnaliste, mais c'est aussi les rebuts de cette ville du XXe siècle, mais tout en étant un grain de sable sur la plage. Et maintenant, la question, c'est celle de comment est-ce que ces pratiques-là, ces mouvements-là, ils peuvent infuser sur la manière de faire de la ville, de la manière de faire de l'immobilier et la manière de considérer l'immobilier non pas comme toujours des produits financiers, mais comment on redonne une utilité sociale, une valeur d'usage à ces bâtiments. Mais on va avant pour le coup d'élargir, on va quand même prendre un peu le temps du bilan. Ok, entendu. Ce qui était une goutte d'eau, ce qui était une anecdote, c'est quelque part, si ce n'est banalisé, en tout cas multiplié. Je pense qu'on peut dire aussi que c'est un mode d'action qui est devenu légitime. Hein. Et ça, je veux bien vous entendre aussi là-dessus. Tu commençais à le dire. Finalement, bon, il y a des besoins. Et maintenant, le fait d'avoir en tout cas quelqu'un dans un bâtiment vide, dans un site vide, etc. Je sais plus quoi dire. Je sais plus si je dois dire transitoire, temporaire, machin. Mais bon, peu importe. En tout cas, qu'il se passe quelque chose fait partie de la caisse à outils des opérateurs. Politiquement, c'est aussi devenu audible.
hein. Mais vous le sentez comment, ça, notamment? Cette forme d'institutionnalisation, elle est réelle? Ou on est en train de parler de lieux exceptionnels dans quelques territoires singuliers qui vont accueillir des usages très particuliers? Moi, je pense qu'elle est... Je sais pas bien ce qu'on entend par institutionnalisation, mais ce que je vois de réel, c'est que l'acteur public, qui reste quand même, quoi qu'on en dise, influent en France, et c'est pas contradictoire avec les critiques qu'on peut faire de la néolibéralisation des villes. Il faut des acteurs publics de toute façon pour réguler et orienter ça. L'acteur public a cessé, je pense, de considérer que la ville devait se jouer entre lui et le secteur privé. Il y a un troisième secteur, un tiers secteur qui est apparu et qui a gagné sa légitimité, c'est celui de la société civile, ces associations, ces coopératives qui désormais sont perçues effectivement comme des interlocuteurs légitimes. Aujourd'hui, je crois que ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé depuis 10 ans, c'est qu'il y a une confiance qui peut être instaurée entre l'acteur public et la société civile, voire parfois aussi entre des propriétaires privés et la société civile. J'aime bien que tu reviennes là-dessus. Ça change quelque chose. Des propriétaires privés, parce qu'on a l'impression aussi, voilà, on vient accueillir une vocation sociale, un parti pris politique, etc., etc. Avec ces temps offerts quelque part, c'est aussi devenu des outils pour des opérateurs privés de façon relativement quotidienne. Comment ça s'est passé, cette forme de conversion? Je pense que parce que bon, le foncier dans la ville, il appartient majoritairement au secteur privé, et quand il s'agit de foncier économique, donc des bureaux, du commerce, là c'est souvent des grandes entreprises, donc des grands propriétaires qui les possèdent et qui ont peut-être une relation assez froide, on va dire, à ces immeubles. Et lorsque les immeubles sont vides, effectivement, ils peuvent se poser la question de les mettre à disposition si c'est simple pour eux, et certains le font. Et je pense que justement, il y a une confiance, en tout cas, il y a un cadre suffisamment bien documenté, juridique, etc., qui fait que c'est possible. Aujourd'hui, les occupations temporaires, elles sont pratiquées par des propriétaires privés, autant peut-être en mètres carrés que par des propriétaires publics, même si les plus grandes et les plus emblématiques restent, parce que il faut souvent mettre de l'argent pour que ça marche, reste le fait des fonciers publics. Donc oui, je pense que ça peut marcher dans les deux sens, mais je trouve que la question de la légitimité donnée à la société civile et donc à des acteurs non marchands, ou en tout cas à but non lucratif, ou qui ne voient pas l'immobilier comme une source de revenus, mais comme une source d'usage, une fois de plus, ça vient changer un peu quelque chose dans la manière de faire. Sur le thème du bilan, enfin, tu parlais de légitimité. Moi, je fais l'hypothèse, une fois de plus, comme observateur extérieur, que cette légitimité, notamment pour le privé, mais pas que, elle est aussi apparue par le boulot que vous avez fait. Vous, plateau urbain, mais d'autres aussi, hein, qui est en disant des apprentissages. Vous avez sans doute essuyé quelques plâtres. Hein, j'ai souvenir d'une discussion, Paul, où tu me disais, tu sais, les conneries, on les a à peu près toutes faites en 10 ans. Voilà, donc on apprend, essai, erreur. C'est faux, je n'ai jamais dit ça. Et professionnalisation. C'est-à-dire que il y a des métiers qui se sont développés. Ces opérateurs, ces intermédiaires là dont on vient de parler sont désormais connus, ils sont professionnalisés, etc., etc. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans cette boîte noire, hein, finalement, entre un propriétaire d'un côté et puis 22 occupants de l'autre? Au milieu, il y a quelqu'un. C'est quoi son rôle? On a vu le cadre juridique, le cadre financier. C'est quoi son rôle? C'est quoi les métiers qui sont derrière? Et finalement, comment est-ce que, en 10 ans de métier, on est arrivé à être des vrais professionnels? Tu parlais tout à l'heure des acteurs. Donc, il y a effectivement les propriétaires publics, les propriétaires privés.
Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on porte, c'est que depuis un certain temps, les acteurs qui sont des gestionnaires de lieux, alors c'était connu sur les lieux culturels, etc., mais aussi les acteurs du tiers secteur peuvent aussi être des acteurs qui racontent quelque chose de là où va la ville et sont des interlocuteurs crédibles aux côtés des acteurs publics et privés pour arriver à transformer la ville à leur endroit. Et donc, aujourd'hui, on a des acteurs du champ culturel qui, après une première expérience, recommencent une seconde, une troisième, et tout d'un coup sont des intermédiaires pour des propriétaires publics ou privés qui ont une compétence en gestion particulière de lieux et qui se retrouvent à être effectivement interlocuteurs à l'échelle d'une ville, parfois d'une région, sur ces sujets d'occupation temporaire et d'urbanisme transitoire. Tantôt, c'est plutôt des acteurs du monde ESS ou solidarité qui ont une expérience de gestion, qui se retrouvent à avoir la légitimité ou perçue comme telle de la part, etc. Ailleurs, c'est plutôt des acteurs de l'urbanisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des écosystèmes comme ça qui se fabriquent à l'échelle de chacune des métropoles européennes, entre acteurs publics d'un côté, acteurs privés de l'autre, et ces acteurs professionnels ayant une compétence en gestion, au moins des expériences consolidées et donc des réflexes, qui peuvent s'outiller les uns les autres d'ailleurs entre différents champs, et qui deviennent des nouveaux interlocuteurs, comme on a dans chacune des villes aujourd'hui des promoteurs locaux, des aménageurs qui sont investis, et on a aussi des acteurs d'occupation temporaire à leur endroit. Et effectivement, aujourd'hui, c'est des métiers dans lesquels il y a des savoir-faire qui viennent plutôt, qui sont plutôt de la gestion immobilière, la gestion technique, de la commercialisation, parce que faut arriver à faire des perceptions de redevances, donc de loyer, mais donc de la gestion administrative. Et de l'autre côté, des compétences qui sont de l'ordre de l'animation de communauté, la programmation culturelle, etc., etc. Donc, alors parfois il y a des structures qui sont plutôt gestionnaires, d'autres plutôt côté programmation culturelle, animation, d'autres plutôt côté incubateur, c'est-à-dire j'accompagne l'entreprise, etc. Il y a un peu toutes les couleurs dans ces nouveaux métiers. Mais effectivement, ça on le voit un peu partout en Europe. D'ailleurs, c'est pas du tout que résumé à la France. Hein. Oui, et c'est d'ailleurs intéressant et assez particulier à ce mode d'action sur la ville, le fait qu'il y ait une mutualisation des savoir-faire, de la capitalisation à l'échelle européenne. Moi, je dirais alors ce qu'on observe un peu en étant dans les réseaux là à l'échelle européenne, c'est que beaucoup à l'étranger, enfin en tout cas en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, aujourd'hui on est plutôt sur la logique d'occupation temporaire. Et c'est très intercalaire, c'est-à-dire soyons rationnels, c'est vide, on le met à disposition d'acteurs. Mais on est quand même assez peu dans des logiques de transformation urbaine. C'est-à-dire que il n'y a pas un sens de l'histoire autour il faudrait absolument que le projet temporaire, il porte telle intention. Et donc, si on n'est pas déjà en train de raconter la grande histoire de ce qui va se passer sur le site, ça vaut pas le coup, etc. Ça, pour le coup, la façon dont ça s'est construit en France depuis une dizaine d'années et saisi, parce que tout de suite ça a parlé aux acteurs publics, sur la transformation, etc. C'est, ah oui, mais, et quand ça va s'arrêter, et si ça raconte pas la suite du projet, c'est pas possible, etc. Ça, on voit qu'il y a vraiment une différence de perception et que très tôt, ça a intéressé en France, des acteurs publics comme privés, sur les questions de préfiguration, transitoire, etc. Ce qui n'est pas du tout une évidence pour nos voisins. Paul, on reste sur ce point-là, sur cette nuance-là. Je veux bien que tu l'expliques avec tes mots, parce que ça me semble important quelque part. On est en train de parler de la même réalité, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un bâtiment qui est vide, il est occupé, et puis quelques années après, au début on disait dans 2 ans, puis finalement c'est 4, ou 6, il y a un projet en œuvre qui est fait, etc., etc. Par contre, il y a une nuance entre des formes d'intercalaire et de transitoire, sans rentrer dans le concept et les définitions. On y passe beaucoup de temps dans la profession, je sais bien, mais comment est-ce que on impacte finalement le futur du lieu par le temporaire? Je pense que justement c'est l'objet de ce qu'on a appelé avec Bouchin la programmation ouverte. Et le fait de se dire que plutôt que d'être dans une logique de planification où on va décider auparavant de manière théorique quelles fonctions vont se mettre dans quels espaces, puis réaliser l'espace, puis mettre les fonctions et regarder si ça marche, c'est partir de l'espace disponible, regarder qui veut utiliser l'espace et pour quel objet, et faire petit à petit, décrire petit à petit la manière dont ça pourrait s'organiser. Et ça, c'est une manière de faire
du projet urbain et de la ville, qui finalement est assez classique. Si on revient à justement une période pré-fonctionnaliste ou pré-planification. Oui, ça a été assez classique, voilà. Mais on a un peu oublié quand même. C'est ça. Et donc ce qui je pense, c'est ça qui plaît aux gens, que ce soit aux citoyens, aux élus, aux professionnels aussi, c'est que on se retrouve enfin voilà, il est facile de se retrouver et de se repérer dans ces formes d'urbanisme, là où on était resté sur un urbanisme très technocratique qui finalement échappait à la fois aussi aux citoyens et aux élus quelque part, et avec des urbanistes dont nous faisons partie, qui avaient tendance à s'approprier le truc, à le rendre le plus technocratique possible, avec le plus de sigles possible et le plus pour dire attendez, c'est moi qui sais faire. Problème. Et vous y comprenez rien, laissez-moi dire. On va y revenir, mais je voulais quand même qu'on revienne sur des exemples aussi avant d'élargir justement et de voir finalement ce qu'apprend l'urbanisme banal, l'urbanisme transitoire. En partant d'un projet alors emblématique peut-être, en tout cas par son échelle, Césure à Paris, vous allez nous raconter ça, auquel on tient d'autant plus que l'association y organise certaines de ces rencontres et que j'ai pu y avoir mes bureaux. Césure, c'est quoi déjà matériellement, temporellement, puisqu'on peut pas ne pas parler de temps? Ouais. Alors Césure, c'est le nom qu'on a donné à un projet d'occupation temporaire qui est un tiers-lieu solidaire aujourd'hui aussi, qui est dans le 5e arrondissement de Paris, qui est à 2 pas du Jardin des Plantes et de la Grande Mosquée, donc qui est très bien situé dans la métropole parisienne, qui est propriété de l'EPORIF, qui est un établissement public d'État qui gère le foncier des universités en Île-de-France. Donc c'est un acteur institutionnel s'il en est. Son utilisateur premier, qui était l'université Paris 3, a déménagé dans de nouveaux locaux flambant neufs, parce que le site, parce qu'il était trop à l'étroit, parce qu'il y avait des nécessités de toute façon de partir en grands travaux sur le bâtiment, de fait d'amiante, etc., qui fait que il ne pouvait pas y avoir de continuité de l'action de l'université sur site. Donc l'université déménage et le propriétaire se retrouve avec un bâtiment vide de 24 000 m², ce qui est assez conséquent. Oui, donc là on est sur un beau bébé quand même. Voilà. C'est un bâtiment qui a commencé à être construit dans les années 60 et puis phase par phase, on a des morceaux des années 80, 90 jusqu'à 2010. Donc un site assez dense en plein milieu du 5e arrondissement. Et donc quoi en faire? Eh ben le propriétaire a pas beaucoup d'idées. Ça restera un site universitaire dans le futur, mais ils savent pas encore ni l'utilisateur, ni qui sera l'utilisateur futur. Il n'y a pas de plans qui sont prêts, etc. Et donc, ils ont fait une étude de faisabilité un peu en amont pour savoir si une occupation temporaire était possible. Et dès lors qu'elle a été possible, ils ont proposé une occupation temporaire. Et donc, sur ce site-là, la Plate Urbain, nous sommes, nous, ensembliers. Et donc, on a conventionné avec le propriétaire EPORIF pour prendre le bâtiment. Donc là, ça fait maintenant 4 ans qu'on y est. On est encore pour 2 ans. Et ensuite, nous, on a on appelle la candidature, on a ouvert le site à un maximum de structures. Et donc, on a 200 structures, artisans, artistes, assos, journalistes, éditeurs, enfin voilà, tout un tas de structures qui ont candidaté, qui, eux, payent une redevance pour avoir accès à des locaux. Et au-delà de ça, on a des dispositifs d'insertion avec une conciergerie solidaire, une ressourcerie Emmaüs, une cantine et beaucoup d'étudiants, puisque parmi nos utilisateurs, on a aussi des universités, donc d'autres universités qui sont venues sur le site et qui ont dit mais nous on est en recherche de locaux, vous avez des classes, est-ce qu'on peut prendre aussi des locaux chez vous? Et donc on a dit bah pourquoi pas, par contre on n'est pas nous gestionnaires d'université, donc ça doit rester quand même une portion sur le site qui soit pas majoritaire, et donc on a quand même tous les jours 2000 étudiants qui viennent aussi sur le site. Ça, donc 24 000 m², donc ça fait un paquebot, hein. Paquebot, ça se gère. On est en train de parler de combien de personnes qui travaillent à la gestion de ce lieu. Tu le disais, hein, il y a une gestion. À un moment, il y a des gestions techniques, il y a des problèmes de plomberie, il y a des questions d'électricité, il y a une gestion administrative aussi. Enfin, il y a des contrats, il y a des occupants, etc., etc. Mais il y a aussi de l'animation. Il y a des communs qu'il faut à la fois gérer et animer, parce que c'est le sens du lieu. C'est quoi en fait l'ingénierie de tout ça? Ouais. Bah pour chaque site, donc
Nous, notre credo, c'est pas de lieu sans personne sur le site, qui sont des salariés de la coopérative, parce qu'on a que des salariés, et qui sont au quotidien là pour le suivi technique, pour être des interlocuteurs des structures et porteurs et porteuses de projets sur lesquels ne repose pas l'entretien du bâtiment. C'est un parti pris en fait de notre modèle économique et de la façon dont on gère le lieu, mais il y a d'autres partis pris qui sont tout à fait entendables. Et pour lequel on a systématiquement au moins une personne qui est l'interlocutrice des utilisateurs et d'utilisatrices. Donc cette personne-là, pour certains bâtiments, pour des petits bâtiments, elle est polyvalente, et quand on a des plus gros bâtiments comme Césure, on a des équipes effectivement spécialisées. Donc sur Césure, on a près d'une quinzaine de salariés sur le site, avec une équipe technique dédiée où on a un électricien, un plombier, des personnes vraiment des compétences métiers, parce que ça peut être forcément à un endroit ou un autre tous les jours. Quand on a un bâtiment, on récupère un bâtiment qui a 60 ans et dont l'université, dans lequel l'université n'investissait plus depuis un certain temps. Donc on a quand même des bâtiments, pour la plupart, qui sont plutôt en fin de vie, en fin de cycle, mais pour autant, ils peuvent encore être tout à fait réutilisés un certain temps, quoi. Donc on a au début un peu réinvesti quand même sur des endroits qui étaient un peu fragiles, mais pour autant, voilà, on continue à le réutiliser. On est vraiment sur de la maintenance, hein, pour le coup, pour prolonger sa vie. Et donc, au-delà des compétences techniques avec ces compétences plomberie, électrique, technique générale, on a aussi de la régie, on a de la régie générale, et après on a les responsables, ce que nous on appelle responsables communautés, qui sont les interlocuteurs des structures occupantes, des personnes en programmation, communication, puisque c'est un lieu ouvert au public et qu'on a envie d'accueillir la ville dans ce lieu-là. Ce qui est marrant à Césure, c'est que ça fait un peu comme un bout de ville. C'est-à-dire que vous pouvez y travailler, étudier, vous divertir, faire des courses dans une ressourcerie, participer à des événements, ne rien faire, vous reposer, et ça s'adresse à la fois à des gens qui viennent travailler là parce qu'ils ont des bureaux ou parce qu'ils ont cours, mais aussi ça a été repéré petit à petit par d'autres types de publics qui sont ceux de la ville. Je pense à deux publics notamment, des jeunes migrants qui ont au bout de quelques mois vu que c'était un endroit où ils pouvaient recharger leur téléphone, passer quelques heures. On avait ouvert des salles de repos, etc., à se reposer, à chiller entre eux, voilà. Et donc ça c'est un public fragile qu'il était important d'accueillir, même si c'était compliqué à accueillir parce que il n'y avait pas de service dédié à l'accueil de ce public, et un public encore plus fragile parce que beaucoup plus dur à gérer, qui est un public de quelques personnes sans domicile fixe qui ont des graves problèmes d'addiction, avec là derrière, voilà, quand on parle de oui c'est bien les lieux solidaires, etc., et il faut accueillir tout le monde, etc., quand vous avez des personnes avec des problèmes d'addiction qui peuvent parfois du coup être un peu tendues si on leur dit ci ou ça, et donc dépasser quelques barrières, qui se frottent à des jeunes migrants, qui se frottent à des étudiants, qui se frottent à des gens qui viennent tout simplement travailler ou être ici, et ça peut donner des frictions, et je pense que la ville c'est aussi ça. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un équipement public qui questionne aussi un peu ce grand mélange, et qui essaye de restituer toutes ces fonctions à une grande diversité de public. Ce qui veut dire que vous êtes organisé aussi pour gérer ces frictions. Si Césure, c'est un morceau de ville, ou c'est une ville en soi d'ailleurs, il y a une mairie, il y a des services techniques, il y a quelque part aussi, alors peut-être pas la police, mais en tout cas les médiateurs qui sont là pour que ces usages très différents, ces mondes très différents qui se croisent, arrivent à cohabiter. En fait, on a la chance de pouvoir compter sur l'écosystème du lieu, qui est un écosystème avec beaucoup de structures associatives, des fondations, des structures qui sont également actrices sur l'étude de la solidarité. Donc, assez vite, pour donner cet exemple-là et pour le poursuivre, on a deux réflexes. Le premier, c'est de se baser sur nous en tant que coopérative. On a pas mal de membres, type Fondation Logement des Défavorisés, Aurore, qui ont une expérience, évidemment, de plusieurs décennies, voire siècles pour Aurore, sur ces sujets-là. Et donc, on peut compter aussi en interne, en essayant de faire un peu différemment sur le site. Et puis, typiquement, on a créé un cercle social
en faisant un appel à qui a envie de participer parmi les structures occupantes pour trouver les bonnes solutions et trouver la bonne mesure à cet endroit-là. Et donc il y a de l'accompagnement, alors qu'on n'est pas travailleurs sociaux pour le coup sur ce sujet, et puis il y a aussi arriver à travailler les questions de règlement intérieur et qu'elles soient acceptées par toutes les structures. Que pour le coup, les combats se heurtent les uns les autres à ce moment-là, entre les différents types de publics accueillis, entre les différentes solutions, etc. Oui, mais c'est ça la ville en fait. Hein, c'est aussi ça. Alors Paul, t'as amorcé une chose que je trouve intéressante, c'est tout à l'heure Mathias nous disait qu'à l'échelle européenne, on était souvent plutôt sur des usages intercalaires, sur lequel les occupants de l'intercalaire se préoccupent peu de ce qui va se passer après, hein, du projet pérenne, on dit souvent. En France, beaucoup de projets sur lesquels la période temporaire a vocation à inspirer, en tout cas, ce qui se passe derrière. C'est le cas notamment, me semble-t-il, à Césure, mais d'autres lieux, ça a pu être encore plus important, encore plus massif. Mais peut-être même que ça va plus loin, que ces démarches, au lieu simplement d'inspirer le projet pérenne, sont une critique même de la notion de projet pérenne. Qu'est-ce que ça veut dire un projet pérenne aujourd'hui ? Et je le disais en introduction, on est à un moment où la Fabrique de la Ville se pose des questions parce qu'elle n'arrive plus à faire des choix, parce que le monde change sans arrêt, le monde tourne, on est dans les 30 turbulentes, on ne sait pas ce qui va se passer demain, donc comment arriver à faire projet ? Et ça va de plus en plus vite. Hein. Sans doute, là-dessus, ces démarches-là ont des choses à apprendre à la Fabrique visuelle de la Ville. Ce qu'on essaie d'avancer dans le livre, c'est l'idée que finalement, effectivement, cette dichotomie entre un urbanisme dit temporaire et un urbanisme dit pérenne, en fait, elle n'existe pas. En fait, c'est dans un article où je parle de quiproquo. C'est une sorte de malentendu. Vu qu'on est en public, je vais me permettre une petite question à l'auditoire. Est-ce que vous avez une idée de quel serait le bâtiment qui symbolise Paris en règle générale? On pense à quoi? Un truc pointu, non? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, voilà, c'est le Paris éternel, voilà. En fait, la Tour Eiffel, c'est un projet d'urbanisme temporaire. On le sait, on s'en souvient. C'était pas plateau urbain à l'époque encore. C'était pas plateau urbain, c'était un ingénieur, Gustave, qui a donc fait une convention d'occupation du domaine public avec alors c'était pas la ville de Paris, c'est la préfecture de la Seine. La convention qui fait 3 pages. Vraiment à montrer dans toutes les écoles de simplicité administrative, la convention d'occupation du domaine public de la Tour Eiffel, elle se lit en 5 minutes, quoi. Et voilà, et ça devait durer 20 ans, et finalement, aujourd'hui, on le voit comme le symbole du Paris éternel. En fait, c'est un peu ça. Enfin, pour moi, c'est cette boutade sur la Tour Eiffel. Ça montre que la distinction, voilà, qu'il y a rien de temporaire et en même temps il y a rien de pérenne en ville, que tout est temporaire et la vie quelque part, hein, vous le savez, c'est temporaire. Mais que une fois qu'on se rend compte de ça, ce qui compte derrière, c'est comment est-ce que on fait tenir les choses, et est-ce que le modèle économique, par exemple, il vient avant ou après le modèle de quel usage on veut donner au bout de ville, donc sur lequel on est en train de réfléchir. Et donc pour moi, c'est un peu ça que viennent apporter ces expériences, c'est le fait que la programmation, l'usage passe avant, et que c'est dans un deuxième temps qu'on se demande comment faire marcher ça de manière économique, et parce que ça, évidemment que c'est important, c'est fondamental. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette inversion qui est permise à nouveau par ces expériences, parce que justement, vu qu'elles sont très limitées dans le temps, quelque part elles passent en dessous des radars des propriétaires et des pratiques traditionnelles des propriétaires. Je reformule la question, Mathias, pour que tu puisses aussi élargir finalement. Qu'apprend l'urbanisme transitoire à l'urbanisme tout court? Pour prolonger ce que tu disais, Paul, et cette question, c'est juste qu'on est dans un tel endroit d'incertitude généralisée sur les questions de programmation, me semble-t-il. Et on a des délais de toute façon, quoi qu'il arrive, de réalisation des programmations qu'on imagine, qui sont tellement déconnectés du besoin à l'instant T,
que on ne peut que aujourd'hui fonctionner en disant on part de l'existant, on regarde et on consolide à partir de cet état-là. C'est-à-dire que on est un peu détraumatisé de la programmation, je pense, en général, parce qu'on a le nombre de lieux qu'on a vus sur des clusters numériques qui n'arrivent jamais, ou des besoins Oui, la sur les programmation acteurs de au sens réemploi. du PowerPoint écrit dans un bureau, projeté, et qui donne lieu à une réalisation au mieux 5 sur ans le après. volume de mètres carrés dont on aurait besoin pour répondre aux besoins de telle filière, mais en fait le temps de la réalisation du dit équipement ou des dits locaux, on a déjà le monde a changé et les structures ont plus besoin, ou plus dans cette ville-là, ou plus à ce moment-là, ou plus dans telle quantité. Et on le voit y compris nous parfois en temporaire, c'est-à-dire que alors qu'on a des temporalités de montage des projets pour nous en temporaire qui vont de 7 mois à 12 mois, ce qui est quand même il faut quand même l'avoir en tête. On a des lieux sur lesquels, je pense à un lieu à Antony dans le 92, donc dans les Hauts-de-Seine, qu'on avait imaginé pour des structures du réemploi avec des grosses structures preneuses qui demandaient chacune 7-8 000 mètres carrés. Donc on disait voilà, on a des grosses surfaces. Et finalement, le temps que le projet se monte, que soit contractualisé, etc., ils avaient trouvé preneur ailleurs. Et on se retrouvait avec une foultitude de tout petits preneurs et l'espace qui était plus du tout adapté à ça. On était passé de 13 occupants à 122 occupants, ce qui n'est pas du tout la même chanson. Donc, y compris en temporaire, quand on croit à se dire, mais le bâtiment, il est là, il est prêt, on lance, on a les bons utilisateurs, c'est déjà des temporalités qui sont même plus adaptées à celle des recherches des porteurs de projets. Donc, ça fout un peu le vertige sur aujourd'hui la capacité des acteurs à se projeter sur les besoins d'un écosystème à tenter. En tout cas, je trouve que ça nous dit, fonctionnons, programmons davantage avec les pieds et moins avec la tête, quoi. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est que cette réponse, c'est une réponse finalement pragmatique à un degré d'incertitude qui aujourd'hui devient extrême. Je veux dire, on est à Nantes, personne ne sait si on construisait aujourd'hui un bâtiment qui sortait de terre aujourd'hui, voilà, son temps, son cycle de vie c'est 40 ans. Personne ne sait dans cette pièce ni nulle part si dans 40 ans le climat de Nantes sera celui de Moscou ou d'Alger. Bon. Et du coup, comment est-ce qu'on fait encore de la ville et de l'immobilier avec ce niveau d'incertitude? La seule manière peut-être de continuer à en faire, parce qu'il faut quand même agir, c'est peut-être juste de partir de l'existant et de travailler à des pas de temps beaucoup plus atteignables. Alors, ok, avoir la modestie de pas postuler ce que sera le futur, très bien, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faut renoncer à toute vision long terme et stratégique pour se cantonner à l'agilité et globalement se dire, on fera en fonction de qui va rentrer demain matin? C'est plutôt peut-être de se dire que il faut pas insulter l'avenir et que du coup, il faut faire en sorte que ce qu'on fait aujourd'hui puisse être adaptable, réversible, en tout cas re-questionnable demain matin, parce que effectivement, et c'est pareil pour les tendances démographiques. On pourra imaginer toutes les tendances démographiques qu'on veut. En fait, non, on ne sait pas quel sera le niveau d'attractivité de l'Europe pour des raisons économiques, mais surtout climatiques, dans un cycle de vie immobilier. Non, mais je crois que l'incertitude, tout le monde commence à l'avoir comprise. La question, c'est comment on la traduit de façon opérationnelle pour des acteurs de la fabrique de la ville qui parlent jamais à moins de 5 ans, et plutôt à 40, 50, voire un siècle quand on a une échelle urbaine. Ok, une des premières réponses là-dessus, on l'avait déjà, mais c'est de façon beaucoup plus large d'être sur des logiques d'adaptabilité, de plasticité quelque part, et donc d'avoir la modestie d'avoir des lieux qui peuvent changer. Je pense qu'un des réflexes à avoir, et quand on travaille aujourd'hui sur plusieurs villes ou avec différents types de propriétaires publics, privés, aménageurs, etc., c'est de se dire que c'est assez autorisant de réinvestir des bâtiments directement, mais de le faire en commençant petit, voir si ça fonctionne, consolider à partir de là. Donc il faut à la fois se lancer vite et pas trop espérer de ce que ça pourrait être, mais commencer vraiment à partir d'une base d'utilisateurs, de fonctions qui marchent et à partir duquel tu construis le projet d'un côté, mais de l'autre côté, et c'est ce que tu disais, il faut quand même avoir une vision un peu cadre sur le long terme pour être sûr, dès les premières occupations, de pas bloquer l'intégralité du système, parce qu'effectivement, peut-être qu'on n'aura pas les budgets pour le grand projet qui n'arrivera jamais, et donc on fera que consolider de façon un peu organique ce qu'on aura. Donc, c'est intéressant d'avoir quand même une vision, et si dans 5 ans, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est le projet, est-ce qu'on n'aura pas gréver l'occupation par de premières implantations qui permettront plus d'utiliser l'intégralité du bâtiment. Donc y aller vite
parce qu'en fait, on croit quand même que ce qu'on a comme utilisateur sur le site, et de l'autre côté, quand même se donner une vision un peu cadre stratégique sur le site pour être sûr de pas bloquer le système. Oui, ok, une vision tactique, pragmatique, terrain, avec les pieds, tu le disais très bien, mais quoi qu'il en soit, aussi une vision stratégique qui intègre ces logiques d'incertitude. Alors, je voudrais qu'on parle quand même du bouquin, puisqu'on a un objet là. Évidemment, chez Transition Urbaine, où c'est des sujets qui nous intéressent, avec, très honnêtement, pas nécessairement une grande passion pour les ouvrages collectifs où il y en a pléthore d'auteurs, et là, c'est le cas. Mais il se passe un truc assez étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de voix différentes qui se succèdent. Et globalement, ça fait une petite chanson, un message collectif clair, qui dit les choses vraiment de cette décennie. Alors, ouais, peut-être nous raconter un peu le back-office de ce bouquin. En fait, pourquoi déjà ce bouquin? Ça vient d'où le projet et comment il est mené pour que, à la fin, on ait un message? Alors, comment il est né? En fait, on a essayé de faire un ouvrage collectif pour faire entendre les voix principalement d'opérateurs, donc de personnes qui portent des lieux et qui, comme on dit souvent, la tête dans le guidon, ouvrent un lieu, puis un second, et en fait on est un peu des obsédés du projet, avec l'idée quand même que le temps qu'on a, on a envie de le mettre à profit de ce pourquoi on se bat et on croit, et donc quand même assez peu de recul pris parfois sur la théorisation ou la capitalisation en termes d'écrit. Et donc on s'est dit à un moment, il faut qu'on arrive à poser ces expériences pour savoir ce que d'autres peuvent en tirer à l'écrit. Donc on est parti de ce besoin-là pour arriver à se donner le droit de le poser. Et ensuite, à partir de cette première base, donc on a fait un appel à contribution aujourd'hui des sociétaires de la coopérative. On a vu que ça manquait aussi de contrepoints, de critiques, de parvenir à trouver des endroits dans lesquels il y avait sans doute des discours d'autres acteurs plus institutionnels ou à l'inverse plus alternatifs sur ce type de pratique-là, qu'on a été chercher ensuite pour venir compléter en fait ce livre qui est une vision de la pratique à l'instant T, après pour nous en tout cas une dizaine d'années d'action professionnelle dans ce genre. Quelque part, on a essayé, je sais pas si c'est réussi, d'appliquer un peu ces méthodes de programmation ouverte où on a proposé à plein de gens de venir témoigner dans le livre. Et ensuite, on a, avec Mathias, Angèle de Lamberterie, Simon Lenné et Aïnoa Jean Calmette, avec qui donc on a co-dirigé le livre, un peu boucher les trous en se disant bon bah une fois que tout ça c'est dit, qu'est-ce qui manque comme témoignage comme rapport à l'action publique, comme rapport aux politiques, comme théorisation un petit peu. Et l'idée, je pense, c'était de à la fois de donner un point de vue d'urbaniste, dire en quoi ces lieux ils font œuvre d'urbanisme, mais aussi de politiser un peu la conversation sur les tiers-lieux qui peut avoir tendance, et je pense que c'est une critique assez légitime qu'on peut faire, à chanter une chanson un peu qui se voudrait de l'extérieur, en tout cas apolitique, qui paraîtrait apolitique, alors que c'est ce qu'on essaie de démontrer, beaucoup plus politique que ce qu'on pourrait voir de l'extérieur. Oui, et puis c'est un bouquin qui gratte aussi sur les sujets qui font pas forcément très mal, mais en tout cas des sujets de controverse ou des sujets d'incompréhension, etc. On rentre dans le concret aussi. Je pense que c'est important. Donc la leçon là, on l'a eu. Hein, vous avez fait un travail de médiation éditoriale en fait, au même titre que vous faites de l'animation des lieux qu'aujourd'hui vous occupez. Alors une question peut-être plus personnelle pour finir pour chacun. Hein. À un moment où les mauvaises nouvelles ont tendance à se multiplier à la fois sur les fronts écologiques, démocratiques et même géopolitiques, qu'est-ce qui vous rend optimiste et vous rend envie d'agir? Non, mais je suis pas du tout, pas pessimiste. On est peut-être un peu moins optimiste qu'avant quand même. En fait, c'est drôle parce qu'en fait, avant, on disait, ouais, on va changer la ville, mais bon, c'est aussi l'âge, hein, mais on va changer les choses, on va faire des choses différentes, etc. Maintenant, on est plutôt, on va essayer de maintenir ce qui fonctionne plutôt bien, et donc on a, y compris changer de discours, je pense. Et donc, y compris dans le livre, je pense que ça se sent avec quelque chose qui est, on a envie de fabriquer des lieux alternatifs à une production de la ville qui nous satisfait pas, et à la fin, on dit plutôt, on va fabriquer des lieux refuges qui vont conserver les valeurs auxquelles on croit face à... Donc en fait, il y a quand même un glissement petit à petit, mais malgré tout,
le fait que ce soit des lieux, pour moi, qui soient ouverts, dans lesquels tu peux venir gratuitement, dans lesquels on a encore des espaces refuges, on le sent pour tout un type de communautés qui sont agressées à l'échelle nationale ou internationale, moi, ça me donne de l'espoir. Et le fait de voir que il y a une capacité forte à pouvoir investir avec assez peu de moyens maintenant pour des kidam. Franchement, on est des kidam complètement, des étudiants quand on a fondé le truc, et à pouvoir arriver à y aller, moi, ça me donne quand même vachement d'espoir. Et quand je vois les jeunes qui sont dans l'asso ou dans la coopérative et qui y croient à mort, on me dit allez-y, quoi. C'est des lieux refuges, c'est ce que vous dites à la fin, mais est-ce que c'est des lieux résilients quand politiquement ça bascule? Dans l'introduction, on cite quelqu'un qui a pu être important pour nous dans nos réflexions sur la ville en tant qu'urbaniste, qui est Henri Lefebvre. Et donc Henri Lefebvre, il fait de la sociologie, il fait de la philosophie. C'est un marxiste, donc il a vocation à changer les choses, à faire la révolution. À la fin, dans la conclusion, on se recentre un peu, on se décentre ou on se réfugie vers un couple d'auteurs qui s'appelle Gilles Deleuze et Félix Guattari, où là finalement on est plutôt à l'échelle de la psychothérapie, à l'échelle on passe de la ville, on parle de la figure du nomade, et finalement on essaye de montrer que peut-être il faut baisser d'un ton sur les ambitions de ces lieux, mais que par contre savoir reconnaître qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui peut protéger à l'intérieur de ces pratiques. Et donc c'est la citation de Calvino: chercher et savoir reconnaître qui est quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et lui faire de la place. C'est peut-être la vocation au moins de ces lieux pour quelques années, en attendant qu'ils puissent peut-être en ressortir des nouvelles manières d'inventer le monde, je sais pas. Cet épisode touche à sa fin. Paul et Mathias, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté cette invitation à ce podcast de transition urbaine. Alors on retrouve votre livre Des villes en mieux, votre ouvrage collectif dans lequel vous participez tous deux, mais il y a plein de monde. Des villes en mieux, occupation temporaire et tiers-lieux solidaires, publié par les éditions Le Pommier dans toutes les bonnes librairies et ce soir ici. Merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et retrouver toutes nos publications sur transition.city avec un S évidemment, à transition. Et à bientôt. Merci Sylvain. À bientôt.